Chapitre 3. Les cannibales de Mahara. Je ne sais pas si c'est un pâturage de bêtes sauvages ou ma maison, ma demeure natale. Ce cri d'affliction d'un poète anonyme de Mahara n'est pas une simple figure de style. Nous sommes malheureusement tenus de prendre ces mots au pied de la lettre et de nous demander avec lui que s'est-il donc passé de si monstrueux dans la ville syrienne de Mahara en cette fin d'année 1098. Jusqu'à l'arrivée des Franj, les habitants vivaient paisiblement à l'abri de leurs murailles circulaires. Leurs vignobles comme leurs champs d'oliviers et de figuiers leur procuraient une modeste prospérité. Quant aux affaires de leur cité, elles étaient gérées par de braves notables locaux sans grande ambition, sous la suzeraineté nominale de Redouane d'Alep. La fierté de Mahara, c'était d'être la patrie de l'une des plus grandes figures de la littérature arabe, Aboul Ala al-Mahri, mort en 1057. Ce poète aveugle, libre penseur, avait osé s'en prendre aux mœurs de son époque, sans égard pour les interdits. Il fallait de l'audace pour écrire « Les habitants de la terre se divisent en deux, ceux qui ont un cerveau mais pas de religion, et ceux qui ont une religion mais pas de cerveau. » 40 ans après sa mort, un fanatisme venu de loin allait donner apparemment raison au fils de Mahara, tant pour son irréligion que pour son pessimisme légendaire. Le destin nous démolit comme si nous étions de verre, et nos débris ne se ressoudent plus jamais. Sa ville sera en effet réduite à un amas de ruines, et cette méfiance que le poète avait si souvent exprimée à l'égard de ses semblables trouvera là sa plus cruelle illustration. Dans les premiers mois de 1098, les habitants de Mahara ont suivi avec inquiétude la bataille d'Antioche qui se déroulait à 3 jours de marche au nord-ouest de chez eux. Puis, après leur victoire, les Franj sont venus rasier quelques villages voisins et Mahara a été épargnée. Mais certaines de ces familles ont préféré l'acquitter vers des lieux plus sûrs, Alep, Homs ou Hama. Leur crainte s'avère justifiée lorsque, vers la fin de novembre, des milliers de guerriers francs viennent encercler la ville. Si quelques citadins parviennent encore à s'enfuir, la plupart sont pris au piège. Mahara n'a pas d'armée, mais une simple milice urbaine que rejoignent rapidement quelques centaines de jeunes gens sans expérience militaire. Pendant 2 semaines, ils résistent courageusement aux redoutables chevaliers, allant même jusqu'à jeter sur les assiégeants du haut des murailles des ruches remplies d'abeilles. En les voyant si tenaces, racontera Ibn al-Athir, les Franj construisent une tour de bois qui arrivait à la hauteur des remparts. Certains musulmans, saisis de frayeur et démoralisés, se dirent qu'ils pourraient mieux se défendre en se fortifiant dans les édifices les plus élevés de la ville. Ils quittèrent donc les murs, dégarnissant ainsi les postes qu'ils tenaient. D'autres suivirent leur exemple et un autre point de l'enceinte fut abandonné. Bientôt toute la muraille resta sans défenseur. Les Franj grimpèrent avec des échelles et quand les musulmans les virent au sommet de l'enceinte, ils perdirent courage. Arrive le soir du 11 décembre. Il fait très sombre et les Franj n'osent pas encore pénétrer dans la cité. Les notables de Mahara entrent en contact avec Bohémond, le nouveau maître d'Antioche qui se trouve à la tête des assaillants. Le chef franc promet aux habitants la vie sauve s'ils cessent le combat et se retirent de certains bâtiments. S'accrochant désespérément à sa parole, les familles se regroupent dans les maisons et les caves de la ville et toute la nuit attendent en tremblant. À l'aube, les Franj arrivent. C'est le carnage. Pendant 3 jours, ils passèrent les gens au fil de l'épée, tuant plus de 100 000 personnes et faisant beaucoup de prisonniers. Les chiffres d'Ibn al-Athir sont évidemment fantaisistes, car la population de la cité à la veille de sa chute était probablement inférieure à 10 000 habitants. Mais l'horreur ici réside moins dans le nombre des victimes que dans le sort à peine imaginable qui leur a été réservé. À Mahara, les nôtres faisaient bouillir des païens adultes dans les marmites, ils fixaient les enfants sur des broches et les dévoraient grillés. Cet aveu du chroniqueur franc Raoul de Caen, les habitants des localités proches de Mahara ne le liront pas, mais jusqu'à la fin de leur vie, ils se rappelleront ce qu'ils ont vu et entendu.
car le souvenir de ces atrocités, propagé par les poètes locaux ainsi que par la tradition orale, fixera dans les esprits une image des French difficile à effacer. Le chroniqueur Oussama ibn Munkid, né 3 ans avant ces événements dans la ville voisine de Chézar, écrira un jour « Tous ceux qui se sont renseignés sur les French ont vu en eux des bêtes qui ont la supériorité du courage et de l'ardeur au combat, mais aucune autre, de même que les animaux ont la supériorité de la force et de l'agression. » Un jugement sans complaisance, qui résume bien l'impression produite par les French à leur arrivée en Syrie. Un mélange de crainte et de mépris, bien compréhensible de la part d'une nation arabe très supérieure par la culture, mais qui a perdu toute combativité. Jamais les Turcs n'oublieront le cannibalisme des Occidentaux. À travers toute leur littérature épique, les French seront invariablement décrits comme des anthropophages. Cette vision des French est-elle injuste? Les envahisseurs occidentaux ont-ils dévoré les habitants de la ville martyre dans le seul but de survivre? Leurs chefs l'affirmeront l'année suivante dans une lettre officielle au pape. Une terrible famine assaillit l'armée à Mahara et l'a mis dans la cruelle nécessité de se nourrir des cadavres des Sarrasins. Mais cela semble bien vite dit, car les habitants de la région de Mahara assistent, durant ce sinistre hiver, à des comportements que la faim ne suffit pas à expliquer. Ils voient en effet des bandes de French fanatisés, les Tafurs, qui se répandent dans les campagnes en clamant tout haut qu'ils veulent croquer la chair des Sarrasins et qui se rassemblent le soir autour du feu pour dévorer leur proie. Cannibales par nécessité? Cannibales par fanatisme? Tout cela paraît irréel. Et pourtant, les témoignages sont accablants, aussi bien par les faits qu'ils décrivent que par l'atmosphère morbide qu'on y ressent. À cet égard, une phrase du chroniqueur franc Albert d'Aix, qui a participé personnellement à la bataille de Mahara, reste inégalable dans l'horreur. Les nôtres ne répugnaient pas à manger non seulement les Turcs et les Sarrasins tués, mais aussi les chiens. Le supplice de la ville d'Abul Ala ne prendra fin que le 13 janvier 1099, lorsque des centaines de French armés de torches parcourront les ruelles, mettant le feu à chaque maison. Déjà, l'enceinte aura été démolie pierre par pierre. L'épisode de Mahara va contribuer à creuser entre les Arabes et les French un fossé que plusieurs siècles ne suffiront pas à combler. Dans l'immédiat, toutefois, les populations paralysées par la peur ne résistent plus, à moins d'y être acculées. Et lorsque les envahisseurs, ne laissant derrière eux que des ruines fumantes, reprennent leur marche vers le sud, les émirs syriens s'empressent de leur envoyer des émissaires chargés de présents pour les assurer de leur bonne volonté, leur proposer toute l'aide dont ils auraient besoin. Le premier est Sultan ibn Munkid, oncle du chroniqueur Oussama, qui règne sur le petit émirat de Chézar. Les French atteignent son territoire le lendemain même de leur départ de Mahara. Ils ont à leur tête Saint Gilles, l'un de leurs chefs les plus souvent cités par les chroniques arabes. L'émir lui ayant dépêché une ambassade, un accord est rapidement conclu. Non seulement Sultan s'engage à approvisionner les French, mais il les autorise à venir acheter des chevaux au marché de Chézar, et il leur fournira des guides pour leur permettre de traverser sans encombre le reste de la Syrie. La région n'ignore plus rien de la progression des French. On connaît désormais leur itinéraire. Ne clament-ils pas tout haut que leur objectif ultime est Jérusalem, où ils veulent prendre possession du tombeau de Jésus? Tous ceux qui se trouvent sur la route de la ville sainte tentent de se prémunir contre le fléau qu'ils représentent. Les plus pauvres se cachent dans les bois avoisinants, pourtant hantés par les fauves, lions, loups, ours et hyènes. Ceux qui en ont les moyens émigrent vers l'intérieur du pays. D'autres se réfugient dans la forteresse la plus proche. C'est cette dernière solution qu'ont choisi les paysans de la riche plaine de la Boukaya, quand, durant la dernière semaine de janvier 1099, leur est signalée à proximité la présence de troupes franques. Rassemblant leur bétail et leurs réserves d'huile et de blé, ils montent vers Hosn el-Akrad, la citadelle des Kurdes, qui, du haut d'un piton à l'accès difficile, domine toute la plaine jusqu'à la Méditerranée.
Bien que la forteresse soit depuis longtemps désaffectée, ses murailles sont solides, et les paysans espèrent y être à l'abri. Mais les French, toujours à court de provisions, viennent les assiéger. Le 28 janvier, leurs guerriers commencent à escalader les murs de Hosn el-Akrad. Se sentant perdus, les paysans imaginent un stratagème. Ils ouvrent subitement les portes de la citadelle et laissent échapper une partie de leur troupeau. Oubliant le combat, tous les French se ruent sur les bêtes pour s'en emparer. Dans leur rang, la pagaille est telle que les défenseurs enhardis opèrent une sortie et atteignent la tente de Saint-Gilles où le chef franc, abandonné de ses gardes qui veulent aussi leur part du bétail, échappe de justesse à la capture. Nos paysans ne sont pas peu satisfaits de leur exploit. Mais ils savent que les assiégeants vont revenir se venger. Le lendemain, quand Saint-Gilles lance ses hommes à l'assaut des murailles, ils ne se montrent pas. Les attaquants se demandent quelle nouvelle ruse les paysans ont inventée. C'est en fait la plus sage de toutes. Ils ont profité de la nuit pour sortir sans bruit et disparaître au loin. C'est à l'emplacement de Hosn el-Akrad que 40 ans plus tard, les French construiront l'une de leurs forteresses les plus redoutables. Le nom changera peu. Akrad sera déformé par Krat, puis en Krak, le Krak des chevaliers, avec sa silhouette imposante, dominant encore au XXe siècle la plaine de la Boukaïa. En février 1099, la citadelle devient pour quelques jours le quartier général des French. On y assiste à un spectacle déconcertant. De toutes les villes voisines et même de certains villages, des délégations arrivent, traînant derrière elles des mulets chargés d'or, de draperies, de provisions. Le morcellement politique de la Syrie est tel que le plus petit bourg se comporte comme un émirat indépendant. Chacun sait qu'il ne peut compter que sur ses propres forces pour se défendre et traiter avec les envahisseurs. Aucun prince, aucun cadi, aucun notable ne peut esquisser le moindre geste de résistance sans mettre l'ensemble de sa communauté en danger. On laisse donc ses sentiments patriotiques de côté, pour venir avec un sourire forcé, présenter cadeaux et hommages. Le bras que tu ne peux pas casser, embrasse-le et prie Dieu pour qu'il le casse, dit un proverbe local. C'est cette sagesse de la résignation qui va dicter la conduite de l'émir Jana ad-Dawla, maître de la ville de Homs. Ce guerrier réputé pour sa bravoure était, il y a 7 mois à peine, le plus fidèle allié de l'Atabek Karbouka. Ibn al-Athir précise que Jana ad-Dawla a été le dernier à s'enfuir devant Antioche. Mais l'heure n'est plus aux zèles guerriers ou religieux, et l'émir se montre particulièrement attentionné à l'égard de Saint-Gilles, lui offrant, en plus des présents habituels, un grand nombre de chevaux. Car, précisent les ambassadeurs de Homs sur un ton doucereux, Jana ad-Dawla a appris que les chevaliers en manquaient. De toutes les délégations qui défilent dans les immenses pièces sans meubles de Hosn el-Akrad, la plus généreuse est celle de Tripoli. En sortant un à un les splendides bijoux fabriqués par les artisans juifs de la cité, ces ambassadeurs souhaitent aux French la bienvenue au nom du prince le plus respecté de la côte syrienne, le cadi Jalal el-Moulk. Celui-ci appartient à la famille des Banu Ammar, qui a fait de Tripoli le joyau de l'Orient arabe. Il ne s'agit nullement d'un de ces innombrables clans militaires qui se sont taillés des fiefs par la seule force des armes, mais d'une dynastie de lettrés, ayant pour fondateur un magistrat, un cadi, titre que les souverains de la cité ont conservé. À l'approche des French, Tripoli et sa région connaissent, grâce à la sagesse des cadis, un âge de paix et de prospérité que leurs voisins leur envient. La fierté des citadins, c'est leur immense maison de la culture, Dar el-Ilm, qui renferme une bibliothèque de 100 000 volumes, l'une des plus importantes de ce temps. La ville est entourée de champs d'oliviers, de caroubiers, de canne à sucre, de fruits de toutes sortes aux récoltes abondantes. Son port connaît un trafic animé. C'est précisément cette opulence qui va valoir à la cité ses premiers ennuis avec les envahisseurs. Dans le message qu'il fait parvenir à Hosn el-Akrad, Jalal el-Moulk invite Saint-Gilles à envoyer une délégation à Tripoli pour négocier une alliance. Erreur impardonnable. Les émissaires francs sont en effet émerveillés par les jardins, les palais, le port et le souk des orfèvres qu'ils n'écoutent plus les propositions du cadi.
Déjà, ils songent à tout ce qu'ils pourraient piller s'ils s'emparaient de la ville. Et il semble bien qu'en revenant chez leur chef, ils aient tout fait pour attiser sa convoitise. Jalal el-Mulk, qui attend naïvement la réponse de Saint-Gilles à son offre d'alliance, n'est pas peu surpris d'apprendre que les French ont mis le siège, le 14 février, devant Arca, seconde ville de la principauté de Tripoli. Déçu, il l'est, mais surtout terrifié, convaincu que l'opération menée par les envahisseurs n'est qu'un premier pas vers la conquête de sa capitale. Comment s'empêcher alors de songer au sort d'Antioche? Jalal el-Mulk se voit déjà à la place du malheureux Yaghisian, chevauchant honteusement vers la mort ou vers l'oubli. À Tripoli, on accumule des réserves en prévision d'un long siège. Les habitants se demandent avec angoisse combien de temps les envahisseurs seront retenus devant Arca. Chaque jour qui passe est un sursis inespéré. Février s'écoule, puis mars et avril. Comme tous les ans, les senteurs des vergers fleuris enveloppent Tripoli. Il y fait d'autant plus beau que les nouvelles sont réconfortantes. Les French n'ont toujours pas réussi à prendre Arca, dont les défenseurs ne sont pas moins étonnés que les assiégeants. Il est vrai que les remparts sont solides, mais pas plus que ceux d'autres villes plus importantes dont les French ont pu s'emparer. Ce qui fait la force d'Arca, c'est que ses habitants ont été convaincus dès le premier instant de la bataille que si une seule brèche était ouverte, ils seraient tous égorgés, comme l'avaient été leurs frères de Mahara ou d'Antioche. Jour et nuit, ils veillent, repoussant toutes les attaques, empêchant la moindre infiltration. Les envahisseurs finissent par se lasser. Les bruits de leurs disputes arrivent jusqu'à la ville assiégée. Le 13 mai 1099, ils lèvent enfin leur camp et s'éloignent la tête basse. Après 3 mois de lutte épuisante, la ténacité des résistants a été récompensée. Arca exulte. Les French ont repris leur marche vers le sud. Ils passent devant Tripoli avec une lenteur inquiétante. Jalal el-Mulk, qui les sait irrités, s'empresse de leur transmettre ses meilleurs vœux pour la continuation de leur voyage. Il prend soin d'y joindre des vivres, de l'or, quelques chevaux, ainsi que des guides qui leur feront traverser l'étroite route côtière menant jusqu'à Beyrouth. Aux éclaireurs tripolitains s'ajoutent bientôt des chrétiens maronites de la montagne libanaise qui, à l'instar des émirs musulmans, viennent proposer leur concours aux guerriers occidentaux. Sans plus s'en prendre aux possessions des Banu Ammar, tels Jbeil, l'antique Byblos, les envahisseurs atteignent Nahr el-Kalb, le fleuve du chien. En le franchissant, ils se mettent en état de guerre avec le califat fatimide d'Égypte. L'homme fort du Caire, le puissant et corpulent vizir Al-Afdal Shahin Shah, n'avait pas caché sa satisfaction lorsque les émissaires d'Alexis Comnène étaient venus lui annoncer, en avril 1097, l'arrivée massive des chevaliers francs à Constantinople et le début de leur offensive en Asie mineure. Al-Afdal, le meilleur, un ancien esclave de 35 ans qui dirige sans partage une nation égyptienne de 7 millions d'habitants, avait transmis à l'empereur ses vœux de succès et demandé à être informé en tant qu'ami des progrès de l'expédition. Certains disent que lorsque les maîtres de l'Égypte virent l'expansion de l'empire seldjoukide, ils furent pris de peur et demandèrent aux French de marcher sur la Syrie et d'établir un tampon entre eux et les musulmans. Dieu seul connaît la vérité. Cette singulière explication émise par Ibn al-Athir sur l'origine de l'invasion franque en dit long sur la division qui règne au sein du monde islamique entre les sunnites, qui se réclament du califat abbasside de Bagdad, et les chiites, qui se reconnaissent dans le califat fatimide du Caire. Le schisme, qui date du 7e siècle et d'un conflit au sein de la famille du prophète, n'a jamais cessé de provoquer des luttes acharnées chez les musulmans. Même pour les hommes d'État comme Saladin, la lutte contre les chiites semblera au moins aussi importante que la guerre contre les French. Les hérétiques sont régulièrement accusés de tous les maux qui frappent l'islam, et il n'est pas étonnant que l'invasion franque soit elle-même attribuée à leur manigance. Cela dit, si l'appel des Fatimides aux French est purement imaginaire, la joie des dirigeants du Caire à l'arrivée des guerriers occidentaux est réelle. À la chute de Nicée, le vizir Al-Afdal a chaleureusement félicité le basileus
et 3 mois avant que les envahisseurs ne s'emparent d'Antioche, une délégation égyptienne chargée de présents a visité le camp des French pour leur souhaiter une victoire prochaine et leur proposer une alliance. Militaire d'origine arménienne, le maître du Caire n'a aucune sympathie pour les Turcs, et ses sentiments personnels rejoignent en cela les intérêts de l'Égypte. Depuis le milieu du siècle, les progrès des Seldjoukides ont rogné le territoire du califat fatimide en même temps que celui de l'Empire byzantin. Pendant que les Roums voyaient Antioche et l'Asie mineure échapper à leur contrôle, les Égyptiens perdaient Damas et Jérusalem qui leur avaient appartenu pendant un siècle. Entre le Caire et Constantinople, ainsi qu'entre Al-Afdal et Alexis, une solide amitié s'est établie. On se consulte régulièrement, on échange des renseignements, on élabore des projets communs. Peu avant l'arrivée des French, les deux hommes ont constaté avec satisfaction que l'empire seldjoukide était miné par des querelles internes. Aussi bien en Asie mineure qu'en Syrie, de nombreux petits États rivaux se sont installés. L'heure de la revanche contre les Turcs aurait-elle sonné? N'est-ce pas le moment pour les Égyptiens comme pour les Roums de récupérer leurs possessions perdues? Al-Afdal rêve d'une opération concertée des deux puissances alliées. Et lorsqu'il apprend que le Basileus a reçu des pays des French un grand renfort de troupes, il sent la revanche à portée de main. La délégation qu'il a envoyée aux assiégeants d'Antioche ne parlait pas de traité de non-agression. Pour le vizir, cela allait de soi. Ce qu'il proposait aux French, c'était un partage en bonne et due forme. À eux la Syrie du Nord, à lui la Syrie du Sud, c'est-à-dire la Palestine, Damas et les villes de la côte jusqu'à Beyrouth. Il tenait à présenter son offre le plus tôt possible, à un moment où les French n'étaient pas sûrs encore de prendre Antioche. Sa conviction était qu'ils allaient s'empresser d'accepter. Curieusement, leur réponse avait été évasive. Ils demandaient des explications, des précisions, notamment sur le sort futur de Jérusalem. Ils se montraient amicaux, certes, à l'égard des diplomates égyptiens, allant même jusqu'à leur offrir en spectacle les têtes coupées de 300 Turcs tués près d'Antioche, mais ils refusaient de conclure quelque accord. Al-Afdal ne comprend pas. Sa proposition n'était-elle pas réaliste et même généreuse? Les Roums et leurs auxiliaires francs auraient-ils sérieusement l'intention de s'emparer de Jérusalem comme ses envoyés en avaient eu l'impression? Alexis lui aurait-il menti? L'homme fort du Caire hésitait encore sur la politique à suivre. Lorsqu'en juin 1098, la nouvelle de la chute d'Antioche lui parvint, suivie à moins de 3 semaines d'intervalle de celle de la défaite humiliante de Karbouka. Le vizir est alors décidé à agir immédiatement pour prendre de vitesse adversaires et alliés. En juillet, rapporte Ibn al-Qalanisi, on annonça que le généralissime émir des armées Al-Afdal avait quitté l'Égypte à la tête d'une armée nombreuse et avait mis le siège devant Jérusalem, où se trouvaient les émirs Sokman et Ilgazi, fils d'Ortok. Il attaqua la ville et mit en batterie des mangonos. Les 2 frères turcs qui dirigeaient Jérusalem venaient tout juste d'arriver du nord, où ils avaient participé à la malheureuse expédition de Karbouka. Au bout de 40 jours de siège, la ville avait capitulé. Al-Afdal traita généreusement les 2 émirs et les mit en liberté, eux et leur suite.